Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Merci de votre présence nombreuse ce soir avec nous. On va être ensemble pendant 45 minutes, 1 heure à peu près. Donc, je me présente rapidement. Je suis Anaïs Rousseau-Grandet. Je suis la responsable de IFG Executive Education pour Lyon, enfin la région lyonnaise. Donc, on est une équipe bien lyonnaise ce soir pour vous accueillir. IFG Executive Education, c'est le pôle formation professionnelle du groupe INSEC-U, qui est présent un peu partout en France et à l'étranger. Et donc, mon rôle principalement, c'est d'accompagner les professionnels et les entreprises dans leurs projets de formation, de développement des compétences de leurs collaborateurs. Voilà, donc on a organisé beaucoup de webinaires et il nous paraissait important de traiter le sujet de ce soir parce que c'est un enjeu majeur actuellement, étant donné les conséquences de la crise sanitaire. C'était de savoir est-ce que aujourd'hui, avec toutes les conséquences de cette crise, les performances sociales et performances économiques peuvent s'aligner désormais. Donc pour discuter de ce sujet avec moi ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir 2 intervenants de haut vol, Pascal Montagnon et Pascal Guillemin. Donc je vais les laisser se présenter à vous. Je vous en prie. Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Donc, je suis Pascal Montagnon. Je suis donc à l'INSEC maintenant depuis bientôt 7 ans, après un passé de cadre dirigeant dans différents groupes internationaux. Donc, j'ai rejoint l'INSEC en 2014, bientôt. Donc, je dirige la chaire de recherche digitale et intelligence artificielle. Et je suis également donc professeur permanent et puis auteur de différents bouquins, de différents livres sur l'intelligence artificielle. Et donc j'observe beaucoup avec les chercheurs qui sont avec moi, donc l'évolution des organisations et l'impact des différentes solutions, des différents problèmes qu'il peut y avoir, et notamment la crise donc du Covid-19, bien évidemment, qu'on en parlera dans quelques minutes. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Pascal Guillemin, je suis le DRH du groupe Cégide. J'interviens sur l'ensemble du champ RH au sein du groupe. Donc le groupe Cégide, c'est 3000 collaborateurs répartis sur une quinzaine de pays avec 30% de nos effectifs qui sont à l'international. On est un éditeur de logiciels de gestion spécialisé et en mode SaaS. Et donc, dans l'objet d'aujourd'hui, bien entendu, c'est un sujet d'actualité en tant que professionnel. On échange beaucoup avec un certain nombre de collègues participant à des groupes de réflexion. J'interviens aussi, on va dire, en tant que professeur sur la partie intervenant extérieur au sein de l'INSEC. Et on est aussi partenaire de la chaire sur la partie INSEC sur l'intelligence artificielle, qui constitue aussi un de nos domaines de prédilection sur la partie éditeur de logiciels. Voilà. Merci beaucoup. Donc avant qu'on rentre vraiment dans le débat et dans la discussion, je pense que c'est bien qu'on recadre quel est le contexte, même si on l'a tous vécu. Mais je propose à Pascal Montagnon de nous faire un peu un topo sur cette thématique et sur les enjeux qu'on a mis derrière cette question. Effectivement, on parle de performance économique, performance sociale dans cette période qui est un petit peu particulière. Parce que je rappelle quand même que le 17 mars, tout s'est arrêté. Et tout s'est arrêté de façon très, très brutale, puisque donc on avait entendu parler auparavant de confinement dans certains pays, notamment la Chine, etc. Mais de là à penser que ça pouvait nous atteindre avec une telle dimension, on n'était absolument pas préparé. Et donc, cette crise soudaine a été un double choc, notamment avec une crise de la consommation et puis une crise de la production, bien évidemment. Et en quelques jours, les échanges commerciaux se sont effondrés et puis l'économie mondiale a basculé dans ce qu'on appelle la récession. Et ça, on peut appeler ça comme on veut, mais bon, c'est quand même une vraie récession qui se présente devant nous. Avec, on entend parler de chiffres qui font peur, hein, quelque part. Hein. Donc, notamment, on va rester sur la France. Le dernier chiffre en date, alors ce sont des prévisions, on est d'accord, mais enfin, bon, la Banque de France annonce une récession d'environ 12% pour l'année 2020, ce qui est quand même énorme. Donc, c'est clair que derrière, la conséquence de tout ça, a été d'affaiblir les entreprises, bien évidemment, hein,
puisque l'arrêt ou le quasi-arrêt de la production et de la consommation a dégradé la trésorerie et les marges des entreprises. Donc tout ça va emmener certainement, il ne faut pas se voiler la face, ça va entraîner certainement donc des défaillances d'entreprises. Après, le nombre, là aussi on entend des chiffres qui sont, la Banque de France a annoncé 21% à peu près en 2020. Bon, ça, je ne sais pas quel crédit on peut accorder à ce chiffre-là. Pour l'instant, c'est une prospective. Mais pour autant, oui, ça, il y aura des défaillances d'entreprises, c'est évident. Alors c'est vrai que aujourd'hui, les autorités ont fait ce qu'ils devaient faire, a priori, en tout cas pour éviter la sinistralité ou pour limiter la sinistralité des entreprises, hein, puisque donc il y a eu les dispositifs de chômage partiel qui ont été mis en place, et c'est tant mieux quelque part, hein, parce que sinon on aurait eu des plans sociaux tout de suite, évidemment, plus d'activité, ben, plus d'emploi, hein, quelque part. Hein. Il y a eu les prêts garantis aussi par l'État, ça c'est clair, et puis il y a eu des exonérations de charges quelque part des entreprises qui ont permis je dirais pas de donner un souffle aux entreprises, mais en tout cas peut-être de les préserver et peut-être de les maintenir minima à flot dans cette période un petit peu compliquée. Pour autant, on sait que l'avenir qui se présente va être un petit peu compliqué parce qu'il va falloir retrouver la performance économique. Et quel sera l'impact sur l'emploi, sur le côté social? Ça sera certainement très dur. Ça sera certainement très dur. On commence à voir poindre aujourd'hui les premiers plans sociaux. Hein. Il y a eu, dans la région lyonnaise, il y a eu un premier gros plan social qui était annoncé hier, hein, parce que c'est dans une de mes anciens groupes, c'est chez Renault Trucks, qui annonce 464 suppressions d'emplois. Et bon, je crains que ça soit le début d'une situation qui va être amenée à se renouveler dans pas mal d'entreprises. Pour autant, ne sombrons pas dans la sinistrose. Hein, et il faut quand même que quelque part on puisse se relever. Le contexte, il est là, aussi difficile. Aujourd'hui, nous sommes en train tous de reprendre plus ou moins les activités de façon plein temps. Ensuite, les entreprises, la priorité, ça va être de retrouver quand même de la performance économique, donc d'aller chercher les clients, de retrouver la rentabilité, de reconstruire la trésorerie, et puis ensuite, bien évidemment, essayer de limiter au maximum l'impact sur les emplois. Alors, c'est vrai que moi, je discutais encore pas plus tard qu'hier avec certains DRH. Et, certains disaient qu'ils se posaient beaucoup de questions sur la nécessité de mettre un plan de départ ou un plan de restructuration. Pourquoi? C'est très simple, parce qu'effectivement, on peut bien imaginer que l'activité va reprendre à un moment donné, ça c'est clair. Et donc, se séparer de bons éléments ou de certains éléments qui sont essentiels pour l'activité à cet instant, le retrouver demain, c'est pas du tout sûr. Voilà. Donc, on est dans ce schéma-là maintenant, essayer de faire cohabiter la performance économique qui est devenue une priorité, et puis de limiter la casse au niveau social. Voilà. Je resitue très brièvement en 2 minutes un petit peu. Et justement, vous avez donné déjà quelques exemples d'actions qui avaient été menées par les entreprises. Alors, dans le pire des cas, effectivement, c'est un plan social, enfin PSE. Est-ce que vous avez justement observé d'autres actions qui étaient menées? Vous avez donné les réponses politiques, notamment, qui avaient été menées pour aider les entreprises à s'en sortir. Est-ce que vous avez pu constater d'autres initiatives, alors plutôt côté positif si possible, pour justement remédier à ces difficultés économiques et faire repartir déjà dans un premier temps la performance économique des entreprises, l'un comme l'autre? Bon, je laisserai Pascal Guillemin après compléter ma réponse, mais il est clair que la première solution a été, pour limiter la casse, de mettre beaucoup de personnes en télétravail. Et je dirais que la situation après les grèves du mois de décembre et le Covid maintenant, donc les Français ont vraiment découvert l'intérêt du télétravail. Quand je dis l'intérêt, c'est côté salarié. Après, on en parlera peut-être tout à l'heure côté entreprise, puisque je crois qu'il y a un peu plus de 40% donc des salariés qui ont été mis en télétravail. Le télétravail, quand c'est possible, parce qu'il y a des postes dont ce n'est pas possible de pouvoir effectivement exercer sous cette forme-là. Donc ça, c'était une première action qui a limité finalement le recours au chômage partiel.
avec des avantages et des inconvénients. Hein. On sait bien que quand on est en télétravail, on travaille différemment, les journées de travail s'allongent, on ne parle plus tellement de réglementation sociale, de temps de travail, c'est un petit peu différent. Et puis on parlera aussi tout à l'heure aussi, ça peut être mis aussi un point d'orgue sur des fonctions qui semblaient peut-être importantes et puis qui le sont peut-être moins à la lecture de ce qui s'est passé. Voilà, donc ça, le télétravail, c'était une des premières actions. Et puis, de toute façon, on en parlera tout à l'heure, je vais laisser la parole à Pascal, là. C'est quand même une formidable opportunité aussi pour se poser des vraies questions sur le changement de business model quand c'est possible. Quand c'est possible. Pascal, votre expérience sur le sujet? Alors, c'est très difficile de faire un retour d'expérience à date, parce qu'en fait, on est encore en plein dedans. Même si ça fait déjà 3 mois qu'on subit, parce qu'on subit quelque chose d'assez, on va dire, exceptionnel par son ampleur, hein, parce que des crises économiques, il y en a eu d'autres par le passé. Par contre, il n'y a jamais eu de crise économique avec une telle rapidité et une telle violence, au sens, ça a été très, très, très rapide, comme l'a dit Pascal. En quelques jours, on est passé on va dire, d'un phénomène de croissance mondiale à un phénomène de crise mondiale. Donc, une rapidité très importante et une amplitude très importante, puisqu'il n'y a aucun pays qui peut exprimer qu'il n'est pas touché par ça. C'est juste une question de temps et de temps très court, puisqu'on parle de semaines entre les différents pays. Nous, la lecture qu'on a par rapport à ça, c'est que la caractéristique de ce qu'on vit, c'est qu'en fait, c'est un énorme révélateur des situations. C'est-à-dire que ça a amplifié des situations. Ça a amplifié les situations économiques et ça a amplifié les situations sociales. Je vais m'expliquer. Les situations économiques, ça les a amplifiées parce que ceux qui étaient dans des difficultés économiques, ça a exacerbé la situation, des fois de manière dramatique, et sans être dans le pessimisme ou dans la vision négative. L'activité partielle, elle a quand même un gros défaut, c'est qu'on met sous respiratoire un certain nombre d'entreprises qui, du jour au lendemain, si elles perdent ça, maintenant on a un effet inverse. Si vous enlevez l'activité partielle sur certaines entreprises, instantanément, ce sera la fin. Et puis vous avez à l'inverse d'autres entreprises qui sont arrivées à bénéficier de cette situation économique avec des entreprises qui fonctionnent très, très, très bien et qui ont accéléré leur transformation de leur business model pendant cette période et où les choix qu'ils ont pu faire dans un certain nombre d'activités leur ont permis de bénéficier pleinement de la crise. Et c'est là la particularité sans doute de ce qu'on peut vivre, c'est que tous autour de nous, on entend un certain nombre d'entreprises qui fonctionnent très très bien, voire qui ne sont pas en capacité de faire face à leur niveau d'activité, alors même qu'à côté de ça, vous avez des entreprises qui se demandent juste comment avoir de l'activité dans 15 jours. Alors, pour ce qui est de notre activité à nous, on a vécu un peu ça sur ces deux aspects très contradictoires au travers de nos clients, puisqu'on a un panel de clients spécialisés qui, si je prends par exemple les deux extrêmes, on est avec une activité de retail au niveau mondial qui est très importante. Donc, on travaille principalement avec des groupes qui sont dans la partie mode ou fashion. Donc, pour les citer, des gens comme LVMH, Chanel et ainsi de suite. Mais on travaille aussi avec des retailers qui sont plus dans la partie retail, grande distribution. Et on a vu ces deux types de clientèle réagir de manière complètement différente. Le luxe repart déjà. Donc, c'est une question de consommation, mais ils ne sont pas inquiets sur leur devenir. Par contre, ça a accéléré de manière fantastique leur digitalisation dans la transaction avec leurs clients. Et puis à l'inverse, vous avez des groupes de taille très significative qui, dans le retail de grande distribution, sont en liquidation, très concrètement, à ce jour, en redressement ou en liquidation judiciaire. Et cet aspect-là, il faut le coupler avec la partie sociale. De la même manière, vous avez des entreprises qui continuent à recruter en ce moment. Nous, on continue à recruter, même si on a baissé le niveau de recrutement qu'on avait, mais on est toujours face à la recherche de compétences. Donc, une des caractéristiques qu'on a, je parle du secteur d'activité qui est l'édition de logiciels, c'est que les compétences rares sont toujours aussi rares. Et donc, on a des vrais enjeux on va dire, à apprécier ça. C'est le cas pour un certain nombre de nos clients aussi, et un certain nombre de collègues qui continuent à recruter, voire qui ont des difficultés aussi à recruter. Par contre, d'un point de vue social, pour les entreprises qui sont potentiellement en difficulté, on a des réflexes qui reviennent. C'est le réflexe de survie ou le réflexe de protection. C'est comme nous, à titre personnel, si demain matin, on a quelques incertitudes sur notre job
ou quelques incertitudes de devenir d'un point de vue positionnement social, qu'est-ce qu'on fait? On va éviter de prendre des risques. L'entreprise agit exactement de la même manière dans l'écosystème. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme un peu les écoutilles. Et donc là, vous avez des effets de domino qui font que, on va dire, on a des perspectives qui est j'embauche plus et potentiellement, je vais me mettre en contraction. Donc, c'est sûr, on va avoir des plans sociaux. On va retourner à une période de plans sociaux comme pour certains d'entre nous, on l'a vécu il y a déjà une dizaine d'années parce que ces 5-6 dernières années, on était dans un momentum privilégié de croissance, voire d'hypercroissance dans certains secteurs. Donc, on a oublié aussi que le phénomène de balancier, ça fait partie de l'activité économique, mais je dirais, moi, avec une caractéristique sociale qui est différente. Elle est différente parce que la perception collective sur le tout économique et, on va dire, le tout sacrifié pour l'économique a changé. Une dizaine d'années, on était dans un modèle, c'était tout pour l'économique et personne n'était en mesure de dire il faut pouvoir sacrifier autre chose. On a vécu une période où jamais les individus au sens global du terme n'ont eu la perception d'être autant en danger, ce qui constitue toujours d'ailleurs un vrai enjeu en ce moment avec le niveau d'anxiété globale qu'on peut avoir pour les collaborateurs d'une manière générale et pour les entreprises, c'est un vrai enjeu à ce jour. Et donc par rapport à ça, je pense que les cartes ont un peu changé et que la manière d'appréhender comment est-ce qu'on fait face aux contraintes économiques d'un point de vue social sera sans doute différente. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'elle sera sans doute différente et c'est potentiellement des options pour travailler à d'autres modèles. D'accord. Donc, c'est finalement ces effets, ce que j'ai appelé effets collatéraux sur la performance sociale, principalement, ou sur les engagements en fait, sociaux et sociétaux des entreprises. Pour vous, ça pourrait être a priori plutôt une opportunité de faire les choses différemment. Vous voyez ça plutôt comme ça? Ou est-ce que ça reste fragile quand même? Si je suis caricatural, je vais dire que la décision, elle dépend d'un tout petit groupe d'hommes que sont les dirigeants des entreprises. On peut se dire tout ce qu'on veut, on peut se dire, moi en tant que RH, je peux dire j'ai des très bonnes idées, je suis convaincu d'un certain nombre de choses. Au-dessus de moi, j'ai des dirigeants qui à un instant T trancheront. Donc le vrai enjeu, ce sera cette appréhension, enfin, cette vision-là de comment est-ce qu'on fait du business demain. Et là, les enjeux en termes de perception sont importants. Je sens Pascal impatient de dire. Non, mais je ne suis pas impatient, mais je voudrais réagir par rapport à ça, parce qu'on entend beaucoup dire qu'il y avait un monde avant, et puis il y a le monde d'après. Je ne suis pas certain que ce soit aussi clair que ça. Non. Que ce soit aussi clair que ça, parce que effectivement, on a pris conscience de la difficulté. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Pascal, avec l'aspect économique et l'approche économique. Pour autant, et l'approche sociale. Pour autant, est-ce que demain, l'approche économique ne reprendra pas le dessus? Bien sûr, on parle en ce moment de relocalisation. Voilà, on entend quand on écoute les médias, etc. Mais la relocalisation, on n'a pas attendu le Covid pour que on puisse l'observer. Il y a déjà quelques activités qui sont en train d'être relocalisées, certes à la marge, mais bon, alors peut-être qu'il y aura une accélération dans certains domaines, mais finalement, j'y crois pas beaucoup. Je ne crois pas beaucoup parce que derrière, il va y avoir toujours la rentabilité et donc la notion économique qui va ressurgir. Et lorsqu'on parlera effectivement d'un produit français qui coûtera 20 à 30% plus cher, et j'aimerais le croire qu'on puisse, nous Français, consommateurs français, on puisse adhérer à ça. Et puis derrière, il y aura un produit qui viendra d'un autre pays à plus faible valeur ajoutée, ou en tout cas avec des coûts de main-d'œuvre bien plus faibles, qui coûtera 4 fois moins cher. Quel sera le réflexe? Bien sûr, on est dans l'émotion à l'heure actuelle. Donc, dans l'émotion, on va effectivement tout de suite dire restons français, etc. On en parlera dans quelques mois. Donc, si je comprends bien, après je schématise et je grossis le trait, est-ce que vous pensez vraiment qu'actuellement, comme on est dans une urgence économique, de reprise en fait, que toutes les entreprises ont vécu, comme vous l'avez dit, très violemment, et avec des chiffres qui font peur, très clairement, est-ce que vous pensez que définitivement, ou au moins pendant un temps, la performance sociale des organisations va passer toujours en second plan et va vraiment en pâtir, en tout cas pendant un certain temps? Ou est-ce qu'il y a un petit espoir quand même? Espoir, Ah, bien sûr. Alors moi, je
suis très positif par rapport à ça. Après, il faut savoir ce qu'on met derrière la performance sociale. Si la performance sociale, c'est, on va dire, d'assurer le développement des collaborateurs dans un cadre de travail qui soit équilibré, au sens, on va dire, qui prenne en considération les intérêts sans, on va dire, rentrer dans un phénomène d'exploitation, je pense que on a tout à fait la capacité à le faire et les entreprises sont quelque part un peu contraintes de le faire. On a très fortement tertiarisé notre économie d'une manière générale. Et cette tertiarisation, elle a un très gros avantage, c'est qu'elle repose dans sa réalisation sur les individus. Et donc, il va falloir donner du sens. Alors, je vais parler beaucoup, parce qu'on a un tropisme aussi qui est très occidental, hein, mais on est aussi dans des activités où maintenant les gens ont besoin de sens. Alors, pour ceux qui voyagent un petit peu, c'est pas vrai partout dans le monde. Hein, ils veulent juste avoir, on va dire, un développement économique et puis, on va dire, ils sont encore dans un dispositif d'acquisition de biens. On est aussi, nous, dans un schéma où on veut du sens. On parle d'engagement, on veut du sens et ainsi de suite. Et les entreprises sont quand même confrontées à ça, qu'on le veuille ou non, parce que crise économique, la crise économique peut être aussi un bon vecteur de, on va dire, de redonner du sens à des collaborateurs et de redonner du sens à des organisations. Quel sens? Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que les entreprises, les organisations vont être confrontées à la notion d'effort. Il va falloir refaire des efforts. On n'est pas là pour en train de dire maintenant, auparavant, c'était le paradis ou plutôt les vacances et maintenant on va se mettre dans l'effort. Mais forcément, crise économique, la nécessité des efforts, l'individu par principe, il n'est pas toujours propice à faire des efforts pour faire des efforts. Il va falloir lui expliquer pourquoi est-ce qu'il faut faire des efforts. Et c'est là que les politiques sociales peuvent avoir un vrai sens qui s'associe à la performance économique. Moi, ça c'est ma vision. Je pense que ça peut être aussi on va dire, un vrai recentrage. Alors, on va parler de valeur, même si ce n'est pas un mot que j'apprécie beaucoup parce qu'on y met beaucoup trop de choses derrière, mais on peut parler aussi de valeur. On a aussi été dans un système qui était très orienté sur l'apparence et un certain nombre de richesses. Moi, je dis souvent, on crée nous-mêmes nos propres turpitudes, notamment en matière de rémunération, où des fois, on va chercher on va dire ceux qui ont les niveaux de rémunération les plus élevés en associant la compétence à la rémunération. La crise économique va remettre les pendules un petit peu à l'heure sur cet aspect-là. Ce que j'appelle la course à l'échalote de la rémunération va sans doute changer. Et par contre, on va devoir repenser nos processus d'intégration et nos processus sociaux. Pour certains d'entre vous, on a vécu certaines crises par le passé. Notre système social à ce jour est en tension maximale. On l'a bien vu avec le sujet des gilets jaunes. On le voit bien. On n'est pas sorti du Covid, on a déjà des gens dans les rues. D'accord ? Je ne dis pas que les sujets sont bons ou sont mauvais, mais par contre, on voit qu'on a une mobilisation sociale qui est inflammable. Au mois de septembre, je reprends le propos de Pascal par rapport aux chiffres. Hein. Enfin, je pense qu'il faut se remettre en tête des chiffres. On entend 800 000 chômeurs de plus en septembre. Je pense que personne n'a conscience de ce que ça veut dire 800 000 chômeurs de plus. On n'a pas vécu ça depuis 20 ans. Quand ça va arriver dans les rues, on est tous avec des familles, des enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le risque social, il est important. Donc, les entreprises, elles vont se retrouver, après avoir été subventionnées, mis sous perfusion, mis sous assistance respiratoire pendant des mois à coups de milliards. Je parle du côté français, parce qu'on pourrait parler au niveau européen comment ça a été traité. Mais au niveau français, il va y avoir un retour, forcément. La pression, entre parenthèses, politique sur les entreprises pour dire vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, n'importe comment, elle va s'exercer. Et là, c'est aussi un bon momentum pour assurer de l'alignement économique et social en disant revenons à des fondamentaux de c'est quoi une politique sociale au sein d'une entreprise, comment est-ce qu'on la met en œuvre, comment est-ce qu'on la revisite. Donc, moi, très concrètement, sur Cégide, on est en train de repenser la partie de l'intégration, la partie de la diversité et du choix à la différence pour pouvoir, on va dire, porter ces dispositifs-là en interne parce que ce sera le bon momentum. Ok, très bien. On a déjà beaucoup de questions donc c'est bien, le sujet passionne. Je vous propose de répondre au maximum de questions qu'on pourra. Hein. Je m'excuse si on n'est pas en capacité de le faire d'ores et déjà. On nous pose plusieurs questions. Alors, il y a le sujet, c'était des mémoires Pascal Montagnon qui avait abordé le sujet du télétravail. Quelqu'un fait, alors c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque, en disant que le télétravail ne doit pas se faire sans un minimum de réglementation sociale pour éviter qu'un système gagnant-gagnant
au départ dans l'intention ne devienne source de problèmes de santé et de perte d'efficacité. Quel est votre avis sur ce sujet, le télétravail que nous avons pour la plupart vécu? C'est évident, et j'ai vu que dans les commentaires, quelqu'un parlait du droit à la déconnexion. Bien sûr, il existe. Il existe et donc il faut en tenir compte. Pour autant, aujourd'hui, le télétravail a apporté une certaine flexibilité aussi à l'entreprise, elle en a bien pris conscience. Et ça permet finalement, moi je crois qu'aujourd'hui en télétravail, pour l'avoir vécu, et je suis encore en télétravail jusqu'à lundi prochain, pour l'avoir vécu, je crois qu'on travaille beaucoup plus en télétravail que lorsqu'on est en présentiel. Parce qu'on est moins gêné par l'environnement, etc., enfin, etc. Et puis on est peut-être plus polarisé sur ce qu'on a à faire. Pour autant, est-ce que le télétravail est une solution? Moi, je crois que oui. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on est dans dans des sociétés qui sont évolutives, avec des modes de comportement et des générations aussi qui arrivent sur le marché qui sont plus enclines à avoir d'autres modes d'organisation et qui ont des attentes différentes avec le monde du travail. Donc, il va falloir passer par cette case-là. Maintenant, la question, elle n'est pas de dire faisons avec le télétravail ou pas, c'est de dire est-on prêt à accepter le télétravail? Parce qu'aujourd'hui, il y a des questions sur le management. Les pays anglo-saxons l'ont déjà bien compris depuis très longtemps et donc font du télétravail et même aussi du temps partiel de façon très remarquée. Par contre, en France, on est encore dans un schéma relativement traditionnel et donc il faudra accepter quand même que quelque part, on puisse avoir un management un peu plus lointain et donc il faudra accepter aussi le fait qu'on n'ait pas ces équipes à proximité et donc il faudra peut-être aussi accepter le fait qu'on retrouve une certaine dignité à la direction par objectif. Hein. D'ailleurs, on travaille par objectif, après le comment on s'en fiche, le tout étant que les personnes qui ont un job à faire, eh bien, le font avec un objectif de délai qui a été déterminé, point final. Ça demande quand même une certaine remise en cause du management, que moi j'appelle de mes voeux. Mais bon, ça, une petite chapelle, ça peut aller bien loin. Mais pour autant, ça peut être intéressant et les entreprises devront réfléchir à cette nouvelle approche managériale de l'organisation du travail. Ça, j'en suis personnellement convaincu. Il y avait une question justement sur, de manière générale, quel impact sur le management? Je ne sais pas, Pascal Guillemot, si vous avez aussi un avis, que ce soit sur le télétravail ou l'impact justement sur le management que Pascal Montagnon vient de commencer à aborder. Alors, moi, j'ai une vision différente de la partie du télétravail. Je vais vous illustrer la chose. C'est comme si le matin, pour nombre d'entre vous utilisateurs de transport, on dit demain matin, il n'y a plus de voitures et c'est tout le monde à vélo. Ça nécessite d'organiser le cadre. Ça nécessite de se dire, bah ouais, d'accord, mais moi, si j'ai 20 km à faire à vélo, ça ne va pas être tout à fait pareil que si j'ai 2 km à faire. Il faut organiser les parcs de stationnement pour les vélos. Il faut organiser le fait que quand il pleut, il y a des solutions alternatives, ou alors on veut être mouillé à chaque fois qu'il y a de la pluie et qu'on est obligé de prendre le vélo. Il faut déjà savoir faire du vélo. Donc, ça nécessite un certain nombre de conditions de réalisation pour que ça fonctionne. Le télétravail, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est un cadre, à ce jour, c'est une bonne option qui doit être accompagnée avec les conditions de réussite. Sinon, on tombe dans les extrêmes. Et dans les conditions de réussite, ça permet de basculer sur la partie du management. Il faut accompagner le management à qu'est-ce que ça veut dire être en télétravail. Qu'est-ce que ça veut dire dans mes objectifs. Et donc, on est bien d'accord, on va dire un management par objectif, ce n'est pas la caractéristique du management français. Et Pascal, pour avoir aussi quelques agences à l'international, ce n'est pas toujours le cas non plus, y compris chez les Américains, parce qu'ils ne sont pas tous non plus par management par objectif. Mais c'est très clair que ça nécessite d'accompagner le management par rapport à ça. Ça nécessite aussi, je dirais, moi, un changement de contrat au sens le collaborateur, parce que c'est pour le collaborateur une zone de responsabilité qui est différente, un exercice de son travail qui est différent. Il faut accompagner aussi les collaborateurs. Et donc, la période qu'on a vécue, qui n'est pas pour moi du télétravail, qui est une zone qui est différente, on n'était que dans la contrainte. On n'avait pas d'autre choix. Donc, ce n'est pas laisser l'autonomie aux collaborateurs. Et le management s'est retrouvé dans un mode ce que j'ai appelé tout à l'heure, c'est le révélateur. Donc, les bons managers qui étaient dans un dispositif, donc qu'est-ce que je qualifie de bons managers? C'est des managers qui accompagnent leurs collaborateurs, qui sont soucieux de la réalisation collective des objectifs, qui, on va dire, accompagnent dans la difficulté et qui, on va dire, promeuvent les réussites. Ben, nous, ça a très bien marché. Il y a des managers qui s'en sont très bien sortis avec des collaborateurs qui ont bien fonctionné, voire qui se sont développés en mode télétravail. Pour l'anecdote,
j'ai des collaborateurs qu'on a sollicités qui ont redécouvert leur manager en télétravail. Parce que d'un seul coup, le manager, il n'a pas eu d'autre choix, il a fallu qu'il soit beaucoup plus au contact. Puis à l'inverse, il y en a qui sont en très, très grande difficulté. Vous avez des managers qui ont disparu de la circulation. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez des enfants. Moi, j'ai des enfants aussi. Il y a des profs, ils ont disparu de la circulation ces 3 derniers mois. Ils ne sont plus là. Puis à l'inverse, il y en a, ils se sont révélés au sens, ils ont su animer, ils ont su engager, et ainsi de suite. Donc, la partie du management, ça nécessite de le repenser. La très grande question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? C'est sur quoi on va capitaliser dans les bonnes pratiques pour les prochains mois. Et là, j'avoue que je suis très interrogatif parce que le traumatisme qu'on a subi fait que l'individu, par principe, va vouloir retourner à son environnement, on va dire, habituel, soit de confort, soit dans ses réflexes. Et là, dans tous les bons côtés, mais aussi les mauvais. Voilà. Et donc, ça fait partie des débats qu'on a en ce moment, nous, de se dire comment, sans dire demain matin, on va faire du télétravail pour faire du télétravail, c'est comment utiliser les bonnes pratiques et se mettre dans un modèle de capitalisation et d'usage de ça. Oui, et puis il faut quand même pas oublier aussi que le télétravail a créé un petit peu de difficultés ou a renforcé quelque part la ségrégation sociale. Il y a ceux qui pouvaient être en télétravail et ceux qui ne pouvaient pas être en télétravail. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai bien pris les précautions oratoires pour dire quand c'est possible. Et je trouve dans les entreprises, ça a été source de tension, quelque part, effectivement, en disant les chanceux, ils sont en télétravail, et puis nous, on est obligés d'être confrontés, effectivement, à certaines situations de travail qui pouvaient être, ou qui étaient peut-être aussi très dangereuses. Donc ça, c'est vrai qu'en termes d'unité du corps social, ça montre quelques limites, c'est clair. Ouais. On a une question alors qui n'est pas tout à fait connexée à ça. C'est plutôt une inquiétude de Cécile qui demande comment peut-on expliquer que les entreprises soient si vite et si fortement vulnérables à une situation de crise? N'ont-elles pas de réserve de trésorerie, pas de vision stratégique, même pour des gros groupes mondiaux? J'avoue que je ne comprends pas. La question, alors moi j'ai peut-être une lecture, peut-être, je ne sais pas si c'est la bonne, donc la personne qui pose la question pourra venir corriger. Et il est évident qu'aujourd'hui, enfin, le terme stratégie, pour moi, dans une entreprise, c'est un terme qui fait partie du passé. On va plutôt parler de vision. Voilà, c'est plutôt mieux comme ça. C'est pas tout à fait la même chose. Et aujourd'hui, on est dans l'entreprise, on est organisé de façon très court-termiste. On est en flux tendu lorsqu'on est dans le phénomène de production. Donc, effectivement, dès qu'il y a un petit souci dans la chaîne de la valeur, hein, comme on dit, eh bien, ça pose problème. Quand il y a une grève de transport, ça pose problème. Quand on a effectivement un souci majeur comme le Covid, eh bien, ça pose problème. Donc aujourd'hui, les entreprises n'ont plus de stock ou très peu de stock parce que ça coûte de l'argent le stock. Donc on en revient encore avec la performance économique, hein, quelque part. Hein. Donc voilà. Donc les organisations donc étant en flux tendu, ben, montrent la limite. Effectivement, quand tout se déroule normalement, il n'y a pas de souci. Dès qu'il y a un souci particulier dans tout le flux logistique et autres, eh bien ça pose problème. Voilà. Donc, il ne faut pas chercher plus loin. C'est le lien. Et je voyais tout à l'heure, il y avait une question pendant que je parlais. Hein, quelqu'un disait, est-ce que la performance sociale est dissociable de la performance économique? La réponse est non. La réponse est non. Hein. De toute façon, c'est clairement, enfin, en tout cas, de mon point de vue, parce qu'elle aura peut-être un autre point de vue. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il faudrait d'abord passer par la performance économique, ce que je dis souvent. Hein, si la finalité de l'entreprise, c'est aussi gagner de l'argent, et si l'entreprise ne gagne pas d'argent, eh ben, il n'y a plus d'entreprise. Donc, s'il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus d'emploi. Donc, quelque part, c'est aussi simple que ça, hein, aussi basique que ça. Avec des schémas peut-être plus compliqués d'organisation derrière, hein, ça convient bien, mais quand même. Je peux juste compléter en 2 mots ce que vient de dire Pascal. On sait que la première cause on va dire, de cessation d'activité d'une entreprise, c'est sa trésorerie. C'est rarement le sujet qu'on n'a pas d'activité, c'est la trésorerie. Et là, ce qu'on vit, c'est un formidable accélérateur on va dire, à faire chuter les entreprises parce que le premier réflexe de nombre de personnes, c'est d'arrêter de payer aussi. Hein. Et les entreprises sont, on va dire, complètement dépendantes de ça, pour ne pas dire otages de ça,
avec un phénomène qui est malheureusement celui qui a été essayé d'être traité par la loi LME, qui était de dire c'est pas les grands groupes qui font de la trésorerie sur les petits. La réalité, c'est qu'on n'exécute pas la loi LME. Donc la réalité, c'est que les grands groupes protègent leur trésorerie en ne payant pas leurs fournisseurs. Et le petit fournisseur, lui, il va se retrouver très très vite, parce que les entreprises, elles n'ont pas 6 mois de trésorerie. Hein. C'est pas le modèle. Quand vous avez 2 ou 3 mois de trésorerie devant vous, c'est déjà pas mal. Et c'est loin d'être le lot de toutes les entreprises. Donc là, 3 mois, hein, c'est ce qu'on a vécu. Donc imaginez, c'est comme si vous n'avez plus de salaire pendant 3 mois. Très vite, vous allez avoir des problèmes, parce que vos fournisseurs vont vous demander. Donc très vite, vous allez vous retrouver avec une situation de rupture. Ça, c'est le premier élément. Et ça, c'est la réalité de l'économie. C'est pour ça que ce qu'on est en train de vivre, on n'est qu'au début de ce qui va arriver sans être en capacité d'appréhender complètement les choses. Le deuxième élément sur la partie de la stratégie, on est dans un monde où la vérité d'hier n'est pas la vérité de demain. On n'en a sans doute pas conscience, mais il y a des pans entiers de l'activité économique qui sont en train de disparaître. Des choses qui sont très visibles, c'est comme par exemple l'industrie automobile. On voit que l'industrie automobile mondialement est en crise parce qu'on a changé de modèle. Maintenant, les individus achètent moins de voitures. Est-ce qu'ils veulent acheter des voitures électriques? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors qu'on a des outils industriels qui sont à l'opposé de ça, qui sont des outils industriels de masse et qui font du thermique. Et donc là, quand vous êtes dans cette situation-là, et en plus vous avez une crise, c'est comme vous, si on vous dit demain matin, moi je voudrais habiter dans une cabane dans les bois, désolé, on arrache tous les arbres. Il va falloir trouver vite quelque chose, et on vous dit en plus vous avez 2 semaines. Très compliqué. Très, très, très compliqué. Oui, il y a une crise de production aussi, parce qu'aujourd'hui, moi je viens du monde aussi automobile, hein, donc il est évident qu'aujourd'hui, le terme constructeur automobile n'a plus beaucoup de sens, on devrait plutôt dire assembleur automobile, parce que les pièces viennent du monde entier, donc comme l'aéronautique. Comme dans l'aéronautique, pareil. Donc voilà. Dès qu'il y a une crise géographique, politique, économique et donc sanitaire, ça impacte inévitablement donc la chaîne de production. Mais ça, c'est le côté production. Après, il faut qu'effectivement, il y ait un côté consommateur qui soit là et qu'il faut acheter des véhicules. Et je suis complètement en harmonie avec ce que tu viens de dire. Ouais. On a eu certaines remarques qui concernaient des sociétés qui auraient pu justement peut-être profiter un petit peu de cette période pour justement finalement ne pas être en difficulté, en profiter pour avoir moins de personnel, réduire leur masse salariale et finalement s'enrichir. On a eu plusieurs personnes qui réagissaient sur ces questions-là en disant mais en fait il y en a certains qui en ont bien profité, qui ont alors pour le coup une performance sociale très mauvaise, hein, si on devait la mesurer, mais voilà, qui ont profité de cette situation à des fins pas forcément très honnêtes, entre guillemets. Je ne sais pas si vous avez, sans donner de nom d'entreprise, mais est-ce que vous avez constaté aussi des effets pervers de cette situation et d'opportunisme? La réponse, pardon, tu vas Pascal? Vas-y, Pascal, je t'en prie. Ah, mais c'est évident, à chaque fois qu'il y a un dispositif qui est mis en place, effectivement, mais il y a des personnes qui vont profiter du système. Mais arrêtons de penser qu'il n'y a que des tricheurs. Il n'y a pas que des tricheurs. Il y a 90% de gens quand même qui sont honnêtes. Mais il y a aussi, je ne sais pas, le pourcentage, il n'est pas bon, hein, mais il y a un pourcentage de gens qui profitent de la situation. La réponse est oui. Il y a des gens qui ont certainement profité des mesures de chômage partiel. Quand je dis des gens, des entreprises qui ont mis leur personnel au chômage partiel tout en continuant à travailler. Maintenant, voilà, si c'est à la marge, c'est pas très très grave. Si ça représente un vrai phénomène de société, là, par contre, il faut le dénoncer et puis faire en sorte que ça se renouvelle pas. Voilà. Mais dans toute crise et à chaque fois qu'il y a un dispositif qui est mis en place, il y a forcément des gens qui profitent du système. Ça, voilà. Ouais. Que faire? On n'est pas en Chine, on ne va pas contrôler chaque individu. Hein. On est en France aussi. Voilà. Pascal, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? Non, on est complètement aligné avec Pascal. Il y a d'autres questions, alors c'était plus sur la suite, qui finalement, deux sujets qui sont assez liés plutôt sur des entreprises de petites et moyennes entreprises. 2 points sur ce type d'entreprise. Un, est-ce que finalement ça n'a pas permis de faire un peu une sélection de celles justement qui étaient plus solides que d'autres?
Et une autre personne propose comme solution, comme piste envisageable, justement de faire des fusions et acquisitions pour justement qu'elles atteignent peut-être une taille plus importante et pour être plus solides. Qu'est-ce que vous pensez de ces remarques? Fusion-acquisition, il y en aura Mm. forcément par voie de conséquence. Maintenant, est-ce que c'est la solution? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Il faut que chacun puisse continuer aussi à avoir ses spécificités. Le regroupement de sociétés, si elle fait sens au niveau capitalistique, elle ne fait pas toujours sens au niveau industriel, si je peux dire comme Et au ça, hein. niveau social. Voilà. Donc, voilà, et au niveau social, bien évidemment. Donc, voilà, il faut se poser les bonnes questions. Il y en aura, oui, c'est sûr. Mais c'est pas, enfin, en tout cas, moi personnellement, dans les observations qu'on peut mener et les études qu'on a pu mener maintenant depuis quelques longues semaines, depuis 2, 3 mois, montrent pas que c'est dans le sens de l'histoire. Voilà. On va surtout on va surtout regarder comment on s'organise et puis comment on fait pour s'en sortir d'abord nous-mêmes, chacun pour soi, quoi. Ok. On avait une autre question alors qui inversait un petit peu le propos, c'était même si vous avez indiqué tous les deux que performance sociale et performance économique étaient intimement liées, quelqu'un nous demande comment peut-on, enfin comment la performance sociale peut-elle influer sur la performance économique? Alors moi j'ai un avis, mais Jess Pascal, est-ce que tu penses Et que vous je serez donne la peut-être pas parole? d'accord, mais c'est pas un sujet. Non? Voilà. Alors là, c'est un peu le Graal, hein. C'est Hum, dans la partie RH, c'est souvent le Graal, c'est de dire comment est-ce que je suis capable. Parce que concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être capable d'investir sur le champ social et aller voir son dirigeant en disant si j'investis sur le champ social, je vais créer de la valeur économique. C'est ça que ça veut dire hum. concrètement. J'ai pas trouvé la recette. Objectivement, j'ai pas trouvé la recette. Je suis preneur, hein. Si quelqu'un est là, j'achète. J'ai pas trouvé la recette. Mais par contre, on est malheureusement dans un modèle où on dit attention, sacrifier la performance sociale au profit de la partie économique, c'est une vision très court-termiste. Et donc, ça Oui. aura forcément un coût. À un moment ou à un autre, ça aura forcément un coût. Et là, vous pouvez l'illustrer de manière très concrète, hein. Si vous économisez le champ social en disant je fais que de l'économique, le jour où la partie économique est plus globalement positive, vous avez d'un seul coup un certain nombre de gens qui quittent l'entreprise, et y compris les gens auxquels vous avez, on va dire, investi ou voire sur lesquels vous pensez qu'ils sont nécessaires à votre exploitation. C'est des choses très concrètes, de la même manière que on va dire, l'engagement des collaborateurs dans une activité qui est très tertiaire, encore une fois. C'est pas, nous, dans le logiciel, c'est pas les machines qui font tourner les programmes, même si l'IA est en développement. Hein, j'ai encore pas un IA qui fait tout à la place des individus. Et donc, c'est la qualité de ce que fait chaque individu qui on va dire, délivre une qualité globale. Voilà. Donc, voilà, moi, j'ai pas la solution. On a des pratiques, mais on va dire que c'est aussi mécanique que ça, je ne m'y lancerai pas. Mais Pascal a peut-être déjà le Graal. Non, 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 mais la réflexion, moi aujourd'hui, j'étais pendant 30 ans DRH, mais aujourd'hui, je suis plus en position d'observateur, hein. Et dans tous les échanges que je peux avoir aujourd'hui, je pense que tu as fait allusion à l'intelligence artificielle, à juste titre d'ailleurs. Je pense que cette crise va être aussi révélatrice, je vais y arriver, de peut-être que certains postes pouvaient représenter un vrai danger. Et là, l'autre jour, j'ai entendu sur une grande radio nationale, France Inter pour pas la citer, en disant que c'est une occasion rêvée finalement pour sauvegarder les emplois à faible valeur ajoutée. Et donc, on retrouve une vraie valeur, par exemple, pour les postes de caissière ou pour les techniciens logistiques. Je suis complètement désaccord avec ça. Malheureusement, pour les caissières et pour les techniciens d'approvisionnement, techniciens logistiques, je pense que c'est une formidable opportunité pour aller vers la robotisation, l'automatisation de leur métier. Voilà, c'est exactement le contraire. Et donc là, en l'occurrence, ça peut être destructeur d'emploi. C'est peut-être une vision, c'est peut-être une petite vision de l'esprit, je ne sais pas, hein. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une réflexion qu'on peut être amené à faire. Et là, par contre, dans les entreprises, il va y avoir une vraie réflexion sur savoir qu'est-ce qu'on peut garder dans notre core business,
avec du présentiel, avec des personnes, hein, des personnes physiques. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on peut amener encore à renforcer la digitalisation et jusqu'où on peut aller sur la digitalisation. Voilà. Et là, j'entendais, il y avait une grande réflexion, parce que moi je suis dans l'intelligence artificielle, il y avait une grande réflexion de maintenant qu'on menait depuis 18 mois en disant l'intelligence artificielle va connaître un nouvel hiver. Quand je dis un nouvel hiver, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur la touche pause, voilà, et puis on va continuer à se perfectionner sur l'évolution technologique, mais sans grande évolution, en tout cas, qui sera palpable. Là, je crains qu'avec cette crise du Covid-19, on va retrouver, sous réserve qu'on ait des moyens financiers, mais qu'on va retrouver un certain intérêt à pouvoir justement accélérer pour ne pas à nouveau sombrer dans une nouvelle crise organisationnelle, enfin sanitaire, qui pourrait nous amener à une crise organisationnelle demain. Voilà. Très bien. On revient, il y a des questions qui reviennent sur la question du management, du recrutement. Enfin, il y a plusieurs questions sur ces sujets-là. Et notamment sur, alors on l'a abordé déjà un petit peu, mais sur l'accompagnement des managers et des collaborateurs dans tous ces changements. Est-ce que c'est souhaitable? Ça a été effectivement très brutal et ça va impliquer, comme vous l'avez dit, l'un comme l'autre, très certainement des changements, forcément d'organisation, etc. Voilà, pour vous, est-ce que c'est pertinent d'accompagner justement les salariés et les managers dans tous ces changements? Et si oui, comment? Pascal? Alors, nous, on s'était inscrit dans cette démarche-là l'année dernière parce qu'on a, dans nos activités, on a une contrainte qu'il faut saisir comme étant une opportunité, c'est qu'il faut bouger vite par rapport à des marchés qui vont encore plus vite et à des clients qui changent leurs usages de manière encore plus rapide. Et donc, nous, notre analyse, c'est de dire si on veut être dans un modèle qui bouge vite et être en capacité de bouger vite, ça veut dire que nos organisations, et donc nos hommes et nos femmes qui composent ces organisations, sont en capacité de comprendre vite et de bouger vite. Et donc, on a accompagné, on a un programme de développement vis-à-vis de nos collaborateurs et vis-à-vis des managers depuis un peu plus de 12 mois maintenant. Et donc, le Covid, en fait, a accéléré ce programme d'accompagnement. Et concrètement, c'est quoi? C'est pendant le Covid, par exemple, on a informé nos collaborateurs quasiment toutes les semaines de l'état de la situation. On a fait des calls avec nos managers toutes les semaines pour leur dire quel était l'état de la situation, quelles étaient les décisions qu'on avait à prendre, comment est-ce qu'on les appliquait, quel était leur rôle dans ces décisions et pourquoi est-ce qu'on attendait ça. On a mis en place un dispositif de co-développement vis-à-vis du management à destination et au bénéfice du management pour qu'ils prennent des pratiques, ils acquièrent des pratiques, on va dire, d'autorésolution, on va dire ça comme ça. Et pour les collaborateurs, on s'est mis dans un dispositif d'accompagnement où on essaye de les accompagner à mieux appréhender leur job et de partager avec leurs managers pourquoi est-ce qu'ils ont un certain nombre d'objectifs qui doivent être en alignement par rapport à ce qu'on a à faire au niveau du groupe et de comprendre pourquoi ces objectifs sont mis en place. Ça nécessite du temps, hein, c'est pas parce que je le dis que c'est fait, loin s'en faut. On est sur notre première période là, puisqu'on avait lancé ça de janvier à mars au début de cette année. Mais on peut dire que globalement, on s'en est bien sorti et que la période nous permet d'accélérer ça. On a des managers qui ont pris la chose, qui sont plutôt, je dis, on a plutôt de la chance parce qu'ils ont plutôt pris le bon virage et ils sont plutôt demandeurs de continuer. Voilà. Et des collaborateurs qui ont apprécié ce qu'on a fait, c'est pas facile pour tout le monde, loin s'en faut. Par contre, une bonne majorité d'entre eux font le retour qu'il faut aller continuer dans ce sens. Ok. Pascal Montagnon, sur l'accompagnement, ce que peuvent mettre en place les entreprises pour accompagner. Tout changement doit faire l'objet d'un accompagnement et ne pas laisser les managers au bord du chemin. Hein, ça paraît évident. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a le changement, effectivement, qui est causé par cette crise sanitaire, mais d'ailleurs qui va trouver aussi une difficulté supplémentaire. J'ai vu qu'il y avait une question qui était posée notamment sur l'intégration des jeunes. Effectivement, il y a un gros souci aussi, parce que la crise sanitaire tombe, enfin une crise, ça tombe toujours mal de toute façon, hein. Mais là, il va y avoir quand même un gros volant de jeunes diplômés, ou non diplômés, enfin en tout cas de jeunes qui ont terminé leur cycle d'études
et qui vont se retrouver sur le marché de l'emploi. Alors, je ne sais pas si parmi les statistiques, comme tu disais, Pascal, 800 000, moi je disais jusqu'à 1 million de personnes, effectivement, qui pouvaient être sur le carreau sur le dernier trimestre. Je ne sais pas si les jeunes en situation de recherche de premier emploi sont comptabilisés dedans, je ne sais pas. Mais en tout cas de cause, là, il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu parce que quand on annonce des cycles de reprise qui sont plus ou moins longs, je reviens sur l'exemple de Renault Trucks. Renault Trucks, le PDG du groupe Volvo, donc qui est propriétaire de Renault Trucks, a annoncé que la reprise, enfin l'équilibre souhaité chez Renault Trucks ne serait pas retrouvé avant 5 ans. Alors, vrai, pas vrai, etc., en prospective, etc. Donc, il y a peut-être un effet d'intox, mais peu importe. Donc, ça veut dire que même si c'est 2-3 ans, 2-3 ans, c'est court dans un cycle industriel, c'est long dans un cycle social. Donc, c'est clair que comment va-t-on trouver une réponse pour ces jeunes générations qui arrivent sur le marché? Voilà, là, c'est un vrai enjeu. Donc, il va falloir aussi accompagner les managers à soit travailler autrement avec moins de personnes, soit, enfin, on peut imaginer plein de questions qui tournent autour de ça et plein de questions qui vont se poser aussi au sein des organisations. Parce que on entend aussi ici et là que le débat sur les retraites va être remis sur le devant de la scène. Est-ce que c'est pas l'occasion de se dire, bah, faisons, j'en sais rien, soyons fous, hein, en disant qu'il y a allez, on va dire 1 million de personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Est-ce que c'est pas c'est pas le moment de se poser la question pour que, je sais pas, ceux qui sont entre 62 et 65 ans, c'est pas mon cas, comme ça, moi, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas faire un plan d'épargne, enfin, un plan de départ en retraite? Est-ce que c'est pas la question? Est-ce que ça coûte pas moins cher de faire partir des gens peut-être plus tôt que de payer du chômage partiel ou de payer des gens qui sont au chômage? Il y a un calcul à faire. Je n'ai pas la réponse à ça. C'est une réflexion à mener. Hein. Sur la question générationnelle, effectivement, quelqu'un a amené la question des jeunes. Alors, c'était plus sur le. Alors, il y avait la question du chômage que vous avez abordé, mais c'était plus est-ce que vous pensez que les jeunes ont réussi à s'adapter plus facilement justement à ces changements, à ces bouleversements? Est-ce qu'ils sont plus armés ou pas que les générations d'avant à ce genre de bouleversement qu'on a tous connu ou qu'on connaît déjà actuellement? Moi, je dirais pas qu'ils se sont mieux adaptés. Hein. Ils ont subi comme tout le monde. Hein. Faut pas croire. C'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils ont une capacité d'adaptation qui est plus remarquée que les anciens. Voilà, là, en l'occurrence, ils en ont été les victimes, hein. Comme d'autres. Hein. Donc, moi, je dirais pas qu'ils s'en sortent mieux que les autres. Hein. Moi, je dirais presque pire, c'est que ça tombe pas au bon moment pour eux aussi. Ça tombe pas au bon moment pour les autres, mais encore moins pour eux. On a eu plusieurs questions, alors on change un petit peu de sujet. Plusieurs questions plutôt orientées politiques, là, en l'occurrence. Donc je les regroupe. Il y avait la question des nationalisations. On l'a un petit peu abordé déjà, mais voilà, savoir si est-ce que c'est une piste qui peut être intéressante, est-ce que c'est vraiment impactant, est-ce que c'est une solution. Également le rôle des banques centrales qui pourrait jouer dans la reprise. Et puis également, est-ce que, selon vous, ce qui a pu être mis en place là, notamment en France, alors on connaît peut-être moins ce qui s'est passé dans les autres pays, mais notamment en France, et les aides, et les relances, etc. Est-ce que finalement, si on a à nouveau un épisode du même type dans quelques mois, quelques années, est-ce qu'on va être à nouveau en capacité de le faire ou pas? Et dans ce cas-là, quelles en seront les conséquences? Voilà, c'était le volet plutôt politique. Je ne sais pas si vous avez des réactions sur ces différents. Alors, faut faire attention parce que là, on peut vite aller sur un terrain qui peut susciter beaucoup de questions et puis surtout de polémiques. Moi, je dirais surtout qu'on a appris qu'à cette occasion, les 3% de déficit liés à notre adhésion à l'Union européenne n'avaient plus de sens. Et donc, on a ouvert le carnet de chèques et on a pu mettre en avant des milliards et des milliards pour sauver notre économie d'un seul coup. Pour autant, alors, il y a beaucoup qui sont des prêts garantis, donc ce n'est pas de l'argent liquide qui est sorti, on est d'accord. Mais il y a quand même quelques 300 milliards d'euros qui aujourd'hui a été dépensé par l'État. À un moment donné, il faudra le rembourser, cette somme. Quoi qu'on en pense. Voilà. Donc, est-ce que c'est tout de suite? Bon, sûrement pas. Est-ce que ça va étaler dans le temps? Sûrement. Donc, qui paiera?
Et donc, il y a deux choses, hein. C'est soit par l'impôt. Donc, a priori, le président a dit qu'on n'augmenterait pas les impôts, mais c'est pas étonnant parce qu'on est à 2 ans d'une présidentielle, donc c'est un petit peu logique. Et puis ensuite, eh bien, c'est les générations futures. On va laisser ça à nos générations futures pour qu'à un moment donné, ben, ils puissent aussi travailler aussi autrement et pour pouvoir rembourser la dette que leurs aînés ont laissée. Alors après, voilà, il y a plein de questions qu'on peut se poser là-dessus. Moi, je dis qu'aujourd'hui, la priorité, elle était quand même de sauvegarder notre économie. Est-ce que c'est fait? On ne sait pas pour l'instant. En tout cas, on a limité peut-être l'effet de surchauffe pour l'instant. On verra dans quelques mois s'il y a des effets bénéfiques ou s'il y a de gros dégâts. Personne ne peut dire aujourd'hui. Franchement, personne ne peut dire. Quand j'entends certains prévisionnistes, bon, je ne vais pas citer de nom, mais bah, ils sont vraiment très doués, hein, parce que franchement, se projeter aujourd'hui, en plus parce que les modèles classiques d'analyse, et qu'on sait bien, hein, on parle dans la recherche des façons dont on peut travailler, ça n'a plus de sens, ça n'a pas de sens. Donc, moi, j'ai pas de boule de cristal. Je dis qu'aujourd'hui, la dette va s'accroître, oui. Est-ce que c'est gênant pour autant dans l'avenir? Oui, parce qu'il faudra rembourser, mais si on étale sur des dizaines d'années ce remboursement, est-ce que c'est vraiment gênant? Aujourd'hui, il y a bien le Japon, hein, qui vit depuis 50 ans avec une dette qui est équivalent à 211%, je crois, donc du PIB. Hein. Voilà, donc, et ils le vivent plutôt pas trop mal, et ils sont pas en cessation de paiement. Ça, c'est un débat politique, c'est un autre débat. Je vais m'arrêter là parce que je vais être vite en limite de compétence sur le sujet. Hein. On a eu plusieurs questions. Voilà, on a eu plusieurs questions sur ces sujets, donc voilà, il fallait quand même qu'on les aborde. Je ne sais pas si Pascal Guillemin a des remarques sur ces différents points, sur le rôle de la politique. Je ne me sens pas compétent pour commenter le sujet des politiques monétaires ou des politiques des États. En tout cas, on arrive. Alors, on n'a pas traité toutes les questions, mais il y en avait énormément. Et merci en tout cas de l'écoute active de tous les participants et participantes. Pour tenir dans notre timing d'1 heure, je vous propose un mot de conclusion à chacun, alors, avec plein d'optimisme et plein d'espoir. Pascal, je ne sais pas, Montagnon, si tu veux commencer. Tu veux que je commence et tu clôtureras? Allez, et bon, on fait l'inverse. Allez, je vais commencer. Donc, moi, ma position, ma philosophie par rapport à la situation, c'est la seule option, c'est d'être proactif et de voir les opportunités qu'on peut avoir dans cette situation de crise et de se dire qu'il n'y a pas de problème sans solution. Donc, à chacun d'y participer et d'avoir avant tout cette position-là. C'est ce qui nous permettra de passer la période. Moi, en conclusion, moi, je suis un optimiste de nature, donc je refuse de sombrer dans la sinistrose. Et je crois que sans aller jusqu'à des schémas utopiques, mais c'est une formidable opportunité pour réfléchir un petit peu sur notre futur et sur nos façons de travailler, nos façons de penser, nos façons d'entrevoir la relation économique et la relation avec le travail. Voilà, donc certainement c'est une réflexion collective qu'il faudra mener et je pense qu'à terme, c'est vrai qu'on pourrait avoir un impact sur notre façon de voir notre relation de travail évoluer et puis notre capacité aussi à engendrer les coûts COUPS, là, c'est pas les COUT, hein, et parce que je crois que quand on regarde bien, quand même, c'est que les crises reviennent à répétition, quand même, là, depuis quelque temps, hein, et donc, là, ceci est vraiment dramatique. Donc, il faudra vraiment qu'on s'habitue peut-être à vivre dans un monde qui est en perpétuelle crise, mais en tout cas avec des cycles de crise qui reviennent beaucoup plus souvent, donc il faudra nous adapter à ça. Voilà. Mais on est optimiste, on va y arriver. C'est bien. Alors moi, je vais juste pour conclure et merci beaucoup pour la participation de tout le monde. On a eu beaucoup de monde, beaucoup de questions. Merci beaucoup à nos intervenants. Pour conclure, je vais reprendre les mots d'une de nos participantes, Elsa, qui nous dit « De la contrainte naît la créativité ». Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à mes intervenants. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.